Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Ce qu'on ne sait pas toujours à propos de Dickens, c'est qu'il avait un don d'acteur, un talent mimétique assez extraordinaire, et ça éclatait dans les lectures publiques qu'il faisait de sa propre œuvre. C'était un imitateur qui se coulait littéralement dans l'esprit des personnages. Toute son œuvre illustre, combat, explique, toute son œuvre transcende ce basculement de société que les historiens appellent la révolution industrielle. La révolution industrielle qui, évidemment, ne se passe pas bien la plupart du temps. Les ouvriers brisent les machines avant de se faire attraper par la police. À 22 ans, quand Dickens a 22 ans, on fait une loi des pauvres qui va préparer tout ce réseau de workhouses. Vous savez, ces espèces de maisons qui vont couvrir l'Angleterre en un quart de siècle. Quand il a 58 ans, en 1870, c'est l'année de sa mort, il y a une loi qui va édicter des principes d'éducation populaire pour, d'une certaine manière, essayer de contenir cette révolution industrielle qui a complètement bousillé la société. Son premier roman, Oliver's Twist, dénonce tout ça, décrit les effets cruels de cette charité mal ordonnée, si l'on peut dire. Dans le deuxième de ses romans, Nicholas Nickleby, il attaque le foisonnement des écoles et des atroces pensionnats de marchands de soupe qui étaient à l'époque une réalité considérable. Bien sûr que Dickens laisse une œuvre très importante, mais cette œuvre, il ne l'a pas considérée comme un monument. On est très loin, vous savez, des visées d'un Balzac, ou même d'un Stendhal ou d'un Flaubert de ce côté de la Manche. Non, ce qu'il veut, lui, c'est communiquer avec le public, et il veut communier avec le public. C'est pourquoi il attache tellement d'importance à ces lectures orales sur lesquelles nous allons nous pencher plus particulièrement aujourd'hui. Dans son public, il y a une attente, on cherche en quelque sorte à ouvrir, à comprendre la société à travers lui. Et il y a cette capacité qu'il a d'émouvoir la foule. On comprend la remarque de Chesterton dans cette biographie qui vient donc de paraître chez Plon et que j'ai sous les yeux. Remarque selon laquelle Dickens aurait été le fabuliste d'une classe. Il lui a proposé des modèles d'ordre et de dignité, dit Chesterton, qu'on n'aurait peut-être pas vu dans ce rôle-là. C'est vrai qu'il se met dans la peau des différents personnages qu'il met en scène, Dickens. Il se coule dans leur corps, il est hanté par leur présence et il fait leurs gestes, il fait leurs grimaces. Il y a l'intensité des personnages, mais il y a aussi l'intensité des milieux dans lesquels ils évoluent. Et chez Dickens, c'est synonyme d'intensité de la ville. La ville, c'est Londres, bien sûr, la patrie d'angoisse avec ses brouillards envahissants, ses maisons louches et ses quartiers pouilleux, ce labyrinthe de rues et de ruelles où on s'enfonce, où l'on se perd. C'est la Londres d'Oliver Twist. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il faut que je vous dise d'abord peut-être que Dickens était né dans le Hampshire, dans le sud de l'Angleterre, donc il a vécu lui une enfance plutôt heureuse, deuxième d'une fratrie de 8 enfants. Son père est comptable pour la Royal Navy. Le jeune Dickens, très tôt, va se plonger dans les livres. C'est une enfance paisible, jusqu'à ce traumatisme qui va complètement tout changer. Et c'est l'incarcération de son père. Et oui, Monsieur Dickens père a fait des dettes. On est en 1824 et on va le mettre en prison. Et c'est l'année aussi où Dickens quitte l'école pour travailler dans un entrepôt. Il colle des étiquettes sur des flacons de cirage et de teinture. Ah là, c'est plus du tout la joie. Toute cette joie s'est éteinte. Son paradis est devenu un enfer. Il est humilié, cet enfant-là, et blessé. Faut l'imaginer derrière les vitres sales sous le regard intolérable des passants avec son pot de colle, son pinceau, ses flacons.
il a l'impression d'un seul coup d'avoir été jeté dans le pire des mondes possibles, avec une peur au ventre, celle que ça ne finisse jamais. Il a beau n'avoir enduré cette épreuve en vérité que pendant quelques semaines, ce sont des semaines qui vont tout changer. Ce contact si froid avec la rugueuse réalité de la misère, avec les absurdités du système pénal de ce pays, tout ça le marque et son œuvre va garder la trace des découvertes et des sentiments qui datent de ce terrible printemps 1824, terrible pour lui. La nostalgie de l'enfance heureuse et pure, l'obsession de la faim et la crainte de la pauvreté, la fascination exercée par tout ce qu'il y a de populaire et, disons-le, de sordide dans la Londres de cette période totalement révolutionnaire. Révolutionnaire au sens révolution industrielle, l'indignation contre une loi trop dure et contre les gens qui la font appliquer, les gens de loi. Et puis surtout, cette résolution coûte que coûte de ne pas suivre les traces de ce père endetté et au plus tôt de se mettre grâce à un travail acharné à l'abri du besoin et de toute la déchéance que ça suppose. Il va tenter de combler les lacunes de sa culture en fréquentant la salle de lecture du British Museum. Il envisage même à un moment de devenir acteur ou chanteur, mais sa destinée, c'est la littérature, bien sûr, et tous les romans de Dickens ont été publiés par livraison mensuelle ou hebdomadaire, avant ensuite d'être rassemblés pour être envoyés chez l'imprimeur. C'est une méthode qui présente des inconvénients puisqu'elle fait une grande part à l'improvisation. On a connu ça tellement avec nos grands auteurs français du 19e siècle. Bien sûr, il n'y a pas de retouche ou de repentir possible. Mais ça correspond, disons-le, assez bien au génie propre de Dickens, hanté par cette espèce d'imaginaire, stimulé par l'urgence des livraisons. Il y a même des chevauchements dans la rédaction. Pickwick est écrit entre 36 et 37, Oliver Twist 37-39, Nicholas Nickleby 38-39, vous voyez. Oliver Twist, c'est l'histoire sombre de cet orphelin qui tombe entre les mains d'une bande de criminels et qui va résister à leur tentative de le corrompre. Il est vertueux, le petit Oliver. Le récit est très bien agencé. Le réalisme des descriptions de la pègre est incroyable. On n'avait jamais vu ça avant Dickens. Et les scènes assez drôles, disons-le, et même divertissantes, sont nombreuses. Nicholas Nickleby, alors c'est plus... Là, c'est plus un roman tel qu'on peut se les figurer. Le roman réaliste à la Dickens, si vous voulez, avec une intrigue qui peut être mélodramatique par moments, un peu plus relâchée par d'autres. Cette indignation sociale qui éclate à chaque ligne. Le remède proposé, c'est la philanthropie. Une philanthropie que certains jugeraient paternaliste. Mais il y a ce réalisme, cet humour et, disons-le, cette vie qui cimente le tout, qui innerve l'œuvre et qui la rend à son tour immortelle. Vous écoutez Radio Classique. Oui, Dickens a été aimé par ses contemporains qui adoraient assister à ses lectures qui étaient de véritables spectacles. C'est Stefan Zweig, comme souvent, qui met le doigt sur cet amour voué à Dickens par ses compatriotes. Non, dit-il, il ne faut pas demander aux livres et aux biographes combien Charles Dickens a été aimé par ses contemporains. L'amour ne vit et ne respire que dans la parole. Il faut se le faire raconter, de préférence par un Anglais dont les souvenirs de jeunesse remontent encore au temps des premiers succès de Dickens, par un de ceux qui, après 50 ans, ne peuvent se résoudre à appeler l'auteur de Pickwick Charles Dickens, mais qui continue de lui donner son vieux nom plus familier et plus intime, ce surnom de Boz. À leur émotion mélancoliquement rétrospective, on peut mesurer l'enthousiasme des milliers de gens qui, à l'époque, reçurent avec un impétueux ravissement ces fascicules mensuels à couverture bleue qui, aujourd'hui devenus un rarissime trésor pour le bibliophile, jaunissent dans les tiroirs et les bibliothèques. Il y a, c'est vrai, une sorte de curiosité, d'amitié presque du public pour Dickens. On est dans les années 40-41, paraissent le magasin d'antiquités, The Old Curiosity Shop, et puis Barnaby Rudge. Tout ça dans un hebdomadaire que Dickens n'a pas seulement lancé et dirigé, mais qu'il finit par rédiger presque intégralement.
Le premier, c'est-à-dire le magasin d'antiquité, atteint le sommet de la sensibilité et du pathos de Dickensien. C'est notamment l'épisode de la mort de la petite Nell qui fait pleurer dans les chaumières anglaises. Aujourd'hui, on préfère le comique des personnages excentriques, l'atmosphère un peu étrange de ce roman de la route qu'est le magasin d'antiquité. On a changé de regard sur Dickens, bien sûr. Et puis, il va rédiger Les Grandes Espérances au moment où il se sépare de sa femme après 22 ans de mariage et la naissance de 10 enfants pour aller se jeter dans une liaison grisante avec une jeune actrice. Le roman en question met l'accent surtout sur l'acceptation, sur la résignation des personnages dans les Grandes Espérances. En 1850, Dickens se fait prendre en photo pour la première fois. C'est sur un daguerréotype d'Antoine Claudet. Et quelle image nous donne-t-il ? Bien, l'image d'un homme respectable, en somme. Solide, rasé de près, le visage un peu sévère, très élégant, évidemment. Un homme d'affaires. Il a l'air grand, alors qu'en fait, il ne fait qu'1m72. Il y a une certaine solennité dans ses traits qui vont se durcir. Il vieillira prématurément, Dickens. Il faut dire que les deuils se succèdent dans sa vie. Il a perdu sa sœur, Fanny, à 38 ans. Puis, ça a été la mort de sa petite Dora en 1850. Ensuite, la mort de son père. Et tout ça crée la volonté chez lui d'une introspection. Ça va devenir une sorte d'autobiographie. Il se confie à la première personne dans celui qui, de tous ses livres, est celui qu'il aura aimé le plus, David Copperfield. Dickens est devenu le baladin national de l'Angleterre, baladin international aussi, puisqu'il va faire des lectures à Paris, aux États-Unis. Tout ça fatigue beaucoup. Et puis, il vit les choses avec tellement d'intensité. Il partage l'émotion de cette époque. Ça crée une fatigue nerveuse. Il est surmené, Dickens. Il est incapable de se ménager. Et le 9 juin 1865, il va subir un accident de chemin de fer de Staplehurst. Et ça va le rendre d'autant plus nerveux à chaque fois qu'il aura à prendre le train. Or, il est obligé de prendre le train constamment dans son métier. Il mourra 5 ans, jour pour jour, après l'accident de Staplehurst. Il mourra à Gad's Hill. Alors, je vous ai dit, il y a cette passion pour la scène qui le rend extrêmement populaire et qui l'amène à multiplier ses lectures publiques. Il a commencé pour des manifestations caritatives, il se produisait au départ devant des groupes d'amis, disons-le, puis les gens sont venus de plus en plus nombreux et à partir de 1858, le succès est tel qu'il va entreprendre d'en tirer profit, et ça devient quasiment des récitals qui, à la fin de sa vie, seront devenus d'une importance considérable. Il est presque et avant tout, un récitant, Charles Dickens. D'après un témoin de l'époque, je cite, « Sa lecture n'est pas seulement aussi bonne qu'une pièce, elle est meilleure que la plupart d'entre elles, car sa performance d'acteur atteint des sommets. » Et comme tous les grands acteurs, il est très bien payé. Entre avril 58 et février 59, dites-vous qu'il donne quelques 108 représentations, quelques 108 lectures de ses œuvres pour plus de 1000 livres sterling, c'est-à-dire la moitié de ses gains littéraires. C'est assez extraordinaire ce qui se passe. On est en train d'assister à la naissance d'une nouvelle vocation chez ce grand auteur. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il est populaire ce Dickens. Dès qu'on sait qu'il va arriver quelque part, les guichets sont pris d'assaut, les salles aussi qui sont combles. On s'accroche aux piliers, il y en a qui rampent sous l'estrade pour pouvoir simplement entendre cet écrivain bien aimé qui est devenu une sorte de poète d'aède d'une société en profonde transformation. Et pas seulement en Angleterre, en Amérique, malgré le froid glacial, on voit des gens qui dorment sur des matelas qu'ils ont apportés devant les guichets pour être là les premiers quand ça va ouvrir le lendemain et prendre leur place. Les restaurants autour de la salle font envoyer de quoi nourrir ces pauvres gens qui sont là à attendre pour avoir leur petite place. Mais c'est à chaque fois un succès considérable. Toutes les salles se révèlent trop petites et finalement à Brooklyn, on donne à l'écrivain
une église comme salle de conférence. Et c'est du haut de la chair qu'il va lire les aventures d'Oliver Twist, dont le meurtre de Nancy bouleverse l'assistance. Il faut dire que on ne fait pas dans la demi-mesure, hein. Chapitre 47 d'Oliver Twist, le cambrioleur Guillaume Bill Strikes abat froidement sa compagne, Nancy, après qu'il croit qu'elle l'avait trahi. Je cite Dickens parce qu'on ne l'a pas cité depuis le début quand même. Guillaume, criait-elle en s'efforçant d'appuyer sa tête sur la poitrine du brigand, ce monsieur et cette bonne demoiselle m'ont proposé cette nuit d'aller vivre à l'étranger et d'y finir mes jours dans la solitude et la tranquillité. Laisse-moi les revoir et les supplier à genoux d'avoir pour toi la même bonté. Nous quitterons cet affreux séjour, nous irons bien loin, chacun de notre côté, mener une vie meilleure et oublier, sauf dans nos prières, la vie que nous avons menée jusqu'ici. Après cela, nous ne nous reverrons jamais. Il n'est jamais trop tard pour se repentir. Ils me l'ont dit. Je sais bien maintenant qu'ils disaient vrai. Mais il nous faut du temps. Il nous faut un peu de temps. Le brigand dégagea un de ses bras et saisit son pistolet. La pensée qu'il serait immédiatement découvert s'il faisait feu lui traversait l'esprit, malgré l'accès de rage auquel il était en proie. Il frappa 2 fois de toute sa force avec la crosse du pistolet la tête de la jeune fille qui touchait presque la sienne. Elle chancela, elle tomba aveuglée par les flots de sang qui jaillissaient de son front, puis, parvenant avec peine à se soulever sur les genoux, elle tira de son sein un mouchoir blanc, celui que lui avait donné Rose Maylie, et l'élevant à main jointe vers le ciel aussi haut que ses forces défaillantes le lui permettaient, elle murmura une prière pour implorer la pitié du Créateur. C'était un affreux spectacle. L'assassin gagna la muraille d'un pas chancelant, puis, mettant sa main sur ses yeux, il se saisit d'un lourd gourdin et acheva sa victime. J'allais dire c'est Dickens, oui, là, c'est Dickens. Il y a quelque chose d'électrique dans le rapport qu'entretient Dickens avec son public en transe devant ces salles transportées d'enthousiasme. Et selon certains témoins, il tient l'auditoire par une forme de fascination qui n'est presque pas naturelle. Et on le voit sillonner comme ça, non seulement, je vous l'ai dit, l'Amérique, la France, l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande, les tournées se prolongent et le nombre d'auditeurs est de plus en plus important. Et l'on rend hommage à cette maîtrise, à ce talent, à ce génie de déclamation, une forme d'hypnotisme, si vous voulez, un charme, un sens de la mise en scène, enfin bref, et des effets de voix et des effets de posture qui sont saisissants. On peut dire finalement que Charles Dickens est avant tout devenu un comédien. Franck Ferrand sur Radio Classique. Même Mark Twain, qui au départ était sceptique, et même irrité par l'emphase très anglaise du personnage, même Twain va céder à ce qu'il appelle, je cite, la splendide mécanique. J'avais presque l'impression que je voyais les roues et les poulies à l'œuvre. Et Birmingham, Sunderland, Édimbourg, partout, les élans de bonheur se succèdent pour cet écrivain. J'ai vraiment beaucoup de succès, écrit-il. Je n'ai jamais contemplé l'auditoire sous un tel charme. Le triomphe que j'ai reçu ici dépasse tout ce que j'ai connu. La cité a été prise d'assaut, emportée, etc. À Belfast, on l'arrête dans la rue, on le couvre de fleurs, il y a des gens qui pleurent. C'est incroyable. Je cite encore Stefan Zweig. Il dit que Dickens est d'abord et avant tout un œil. Il a dans ses ouvrages pratiqué une sorte de brévigraphie de la réalité qui remplace la description par un petit signe et qui distille en quelque sorte la multitude d'effets pour en extraire une essence d'observation. Pour ces petites choses matérielles, il avait une incroyable faculté de vision, dit Zweig. Son regard n'omettait rien. Il saisissait comme un bon obturateur d'appareil photographique le contenu d'un mouvement ou d'un geste dans un centième de seconde et rien ne lui échappait. Et ce qui a d'inouï, c'est que non seulement il capte cela, mais il est capable de le restituer non seulement à l'écrit, mais dans l'interprétation qu'il en donne. Et évidemment, vous savez que c'est le monde de l'enfance qui le fascine le plus, bien sûr, avec des contes de Noël où il va célébrer l'esprit de Noël, cette charité, où il dénonce les injustices partout. Vous savez combien André Mauroy connaissait et aimait la civilisation britannique. Il rapporte, André Mauroy, cette anecdote qui en dit beaucoup sur la popularité du romancier anglais. En 1870,